Je range mon bureau numéro 94. Et aujourd'hui, c'est le 8 mars 2023, journée internationale des droits des femmes. Alors, ce n'est pas que le 8 mars qu'il faut lutter pour les droits des femmes, pour l'égalité salariale, contre les violences sexuelles et sexistes, contre le patriarcat plus généralement. Et il me semble que, à ma modeste échelle et en tant qu'homme hétéro, cis-het, je ne sais pas comment il faut dire, j'essaie de m'y employer autant que possible, d'être le moins patriarcal possible et d'être au mieux possible un allié. Alors, tout ça, c'est des grands mots. Comment est-ce qu'on le fait concrètement dans sa vie personnelle, dans sa vie, on va dire, amicale, etc. Bon, ben ça, c'est des sujets extrêmement vastes. Comment on le fait dans sa vie professionnelle, étant donné que je suis à la fois enseignant à l'université, mais aussi chercheur en littérature, et également avec cette série Je range mon bureau, comme avec mes autres séries vidéastes, dans le domaine de la littérature et notamment des littératures contemporaines. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, entre autres, on essaie de travailler de plus en plus pour la parité. Alors, avant de parler aujourd'hui exclusivement de livres écrits par des écrivaines ou des autrices, ces deux mots qui suscitent des levées de boucliers de la part de tout un tas de réacs spécialistes en panique morale ridicule, avant de lire principalement, donc uniquement même, pardon, des textes écrits par des autrices, écrits par des femmes, et dont certains d'ailleurs vont résonner avec la question des droits des femmes, une vidéo sans doute assez longue, j'aimerais quand même faire un petit préambule justement sur ce que je disais avant, c'est-à-dire comment est-ce que dans l'exercice de ma profession, j'ai essayé d'intégrer de plus en plus cette question des droits des femmes. Alors tout d'abord, j'ai beaucoup lu au cours de ma carrière pour essayer de dépasser un certain nombre de biais inconscients, pour essayer de me renseigner sur un certain nombre d'éléments, et il est vrai que par exemple, par rapport au début de ma carrière il y a 25 ans, je suis beaucoup plus conscient du fait qu'un garçon, un étudiant de deuxième, troisième année, première, master, etc., peu importe, qui parle de manière, qui parle avec aisance, qui maîtrise les codes de l'oral, etc., par rapport à une jeune femme, à une étudiante qui les maîtrise moins, ou qui a l'air plus empruntée, plus timide, etc., je suis devenu de plus en plus conscient du fait que c'était des biais de genre liés à des éducations aussi, à un système éducatif patriarcal. Donc ça, voilà, ça fait partie des choses dont j'essaie d'être conscient. Il m'est arrivé d'ailleurs de faire remarquer, en reprenant un barème de manière extrêmement précise lors d'oraux, de faire remarquer à mon binôme, et en l'occurrence souvent d'ailleurs aussi à ma binôme, parce que c'était aussi ces biais travaillent sur des collègues femmes, de dire, mais en fait, si on reprend le barème de manière extrêmement précise sur la qualité de l'anglais oral, sur la qualité de la grammaire, sur l'analyse en général, etc., eh bien en fait, le garçon auquel on s'apprête à mettre 14 n'a pas fait mieux que la fille à laquelle on était en train de penser à mettre 12. Et donc on finissait par mettre 13 au 2, 14 au 2, enfin bon, je sais pas, hein, mais voilà, j'ai eu à plusieurs reprises ce genre de discussion, ce genre de mise au point. Donc ça, c'est un exemple, on va dire, dans la pratique du métier. Dans ma pratique personnelle, je le disais tout à l'heure, d'homme cis-het, ça a été prendre conscience des concepts de mansplaining, de manterrupting, etc., qui fait que je pense que dans toutes les premières années de ma carrière, il a dû m'arriver assez souvent en fait de me rendre coupable de manterrupting, de mansplaining. Et bon, j'espère, en étant maintenant conscient de ça, que je me surveille beaucoup plus, je fais beaucoup plus attention, et j'essaie bien sûr de faire en sorte de maintenir la parole, de distribuer la parole, même si je suis par ailleurs extrêmement bavard et que ça m'arrive évidemment de tenir un peu trop le crachoir. Alors l'avantage des vidéos, c'est qu'au moins je suis tout seul à parler, et donc je fais certainement du mansplaining, mais enfin je fais pas de manterrupting, puisque à moins de m'interrompre moi-même. Bon, c'est une blague, mais voilà, c'est pour dire que ça fait partie des choses qu'on peut essayer de faire, et je suis bien conscient de dire tout ça de manière assez maladroite. Dans l'exercice du métier, en fait, une des choses dont j'ai vraiment pris conscience, et c'est intéressant parce que c'est venu un petit peu en même temps que ces vidéos. J'ai commencé à faire des vidéos il y a 7 ans, j'ai commencé la série Je range mon bureau il y a 6 ans, ça va faire bientôt 6 ans, je crois que c'était le 20 mars 2017, alors il y a eu des vidéos très rapidement que j'ai consacrées aux écritures féminines, uniquement à des autrices. Ça a été le cas des vidéos 22A, 22B, 22C par exemple, qui doivent dater de 2018 approximativement. Mais très rapidement, je me suis rendu compte que j'avais beau être extrêmement attentif à la question des écritures féminines, ça avait beau devenir un sujet véritable de recherche. Pour moi, les questions de genre, la question des droits des femmes, la question des écritures féminines, et puis
plus récemment la question des écritures non binaires aussi, dont je ne vais pas parler aujourd'hui. Je me suis rendu compte qu'en fait, malgré tout, je lisais plutôt, sans m'en rendre compte, plutôt plus d'hommes, plus d'écrivains, d'auteurs que d'autrices. Et donc j'ai fait un petit effort aussi pour essayer de me dire, et donc ça passe par des choses extrêmement bêtes en quelque sorte, qui sont que quand je suis en librairie et qu'il y a 6 ou 7 livres qui me font envie, et que je décide d'en acheter que 3 ou 4 pour des raisons financières, mais aussi pour des raisons de temps de lecture, eh bien j'essaie en fait de trancher aussi en fonction de ça. C'est-à-dire si j'hésite, finalement je vais aller plus vers un rééquilibrage de mes achats, par exemple. Et ça finit par avoir pour conséquence que dans les vidéos, puisque dans les vidéos je range mon bureau, je parle de tous les livres que j'achète, que je lis et qu'ensuite je range après les avoir lus, ça fait que quand même progressivement il y a sinon une parité, du moins une quasi-parité dans la plupart des vidéos de la série Je range mon bureau. Alors aujourd'hui il n'y aura pas de parité parce que je ne vais parler que d'autrices. Enfin, je me suis rendu compte que j'avais pas du tout à me forcer parce que dans les piles et les piles de livres qui s'accumulent depuis le mois de septembre, et j'en ai encore quelques-uns qui sont en carafe, il y a de toute façon beaucoup d'autrices, mais voilà, c'est pour dire que ça joue aussi là-dessus. Alors, j'ai fait une petite parenthèse détour par la vidéo, j'ai pas tout à fait fini ce que je voulais dire sur le milieu professionnel, comment est-ce qu'on fait en sorte aussi d'aller contre les inégalités, c'est-à-dire contre cette espèce de masculin par défaut, c'est-à-dire que par défaut on finit par avoir une grande majorité de corpus finalement, on a des corpus qui sont très majoritairement constitués d'auteurs, de ressources masculines ou de sujets que l'on peut qualifier ou étiqueter comme masculins. Eh bien, c'est en faisant là encore un effort proactif pour se dire, en fait, dans un certain nombre de cours, c'est extrêmement facile de féminiser le corpus. Et c'est ce qui est arrivé notamment en traduction. Pendant les 6 ou 7 années où j'ai enseigné un cours de traduction pour étudiants d'échange, que je n'enseigne plus cette année, c'est la première année où je ne l'enseigne plus, mais au cours des 2-3 dernières années, j'avais, sans le dire d'ailleurs aux étudiants, aux étudiantes, qui s'en sont probablement pas aperçus, qui sont c'était tous des étudiants étrangers, des étudiants issus de pays anglophones, Italie, Espagne, Asie, j'avais beaucoup d'étudiantes coréennes, chinoises, etc. Je choisissais, et pendant les 2 dernières années à coup sûr, 2-3 même dernières années, j'ai constitué des corpus entièrement féminins, c'est-à-dire qu'on traduise des articles de presse, qu'on traduise des extraits de romans, des extraits d'essais, de la poésie, je choisissais systématiquement des autrices, y compris pour la presse. Et dans le cas de la presse, il m'arrivait aussi de choisir des sujets liés réellement à des questions qu'on peut dire féministes au sens très large du terme, des questions liées justement encore, revenons-en au 8 mars, à la question des droits des femmes. Donc ça veut dire que dans l'exercice de mon métier, c'était pas que le 8 mars ou autour du 8 mars que je faisais des textes liés à ces questions-là, mais c'était toute l'année. Donc voilà comment on rend un corpus paritaire, voire même, histoire de compenser, parce que la raison pour laquelle je faisais des corpus 100% féminins, c'est parce que j'étais bien conscient, en regardant un petit peu autour de moi, que mes collègues, y compris femmes d'ailleurs, en traduction, donnaient majoritairement des textes écrits par des hommes. Bon, ça c'est évidemment un exemple. Et ensuite, il y a un certain nombre de cours que je construis en ce moment, ou que j'ai construit très récemment, que j'enseigne pour la première fois cette année, et dans lesquels j'ai constitué des corpus entièrement féminins. C'est le cas d'un cours que j'enseigne pour la première fois ce semestre, qui est un cours de 2e année à destination des étudiantes, je dis étudiantes parce qu'il y a un seul garçon et toutes les autres c'est des filles, donc je dis étudiantes, à destination des étudiantes de 2e année en licence anglais-espagnol, et ce cours-là, j'ai décidé de le consacrer à des autrices de la Caraïbe, des autrices antillaises, on va dire, mais enfin plus largement des autrices de la Caraïbe, hispanophones et anglophones, et le corpus est entièrement composé de textes d'autrices. Alors, un des livres au programme, c'est un des tout premiers livres de Jamaica Kincaid, At the Bottom of the River. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais... quand Laurent Vanini est intervenu dans mon cours, il a proposé qu'on travaille sur le début de The Salt Roads de Nalo Hopkinson. Donc là encore, on a une écrivaine jamaïcaine. Et puis j'ai mis au programme principalement cette anthologie, The Sea Needs No Ornament, El Mar No Necesita Ornamento. On me passera mon accent espagnol parce que j'ai jamais fait d'espagnol, qui est une anthologie bilingue espagnol et anglais de poètes hispanophones et anglophones avec à chaque fois la traduction dans l'autre langue. Et ce sont 33 poètes, poétesses contemporaines de la Caraïbe,
Et donc là encore un corpus 100% féminin. Et puis peut-être qu'on fera à un moment donné aussi un extrait d'une nouvelle de Shapeshifter de Pauline Melville. Pauline Melville qui est une écrivaine guyanaise, de la Guyane, de la British Guyana. Voilà. Donc voilà, comment on fait pour féminiser ces corpus, pour essayer d'aller à l'encontre de cette espèce de neutre par défaut qui fait que les corpus sont principalement masculins à l'université. Ou qu'en tout cas l'évolution est lente, on va dire ça comme ça. Alors, j'en viens enfin, me direz-vous, enfin, mais il y a comme toujours un chapitrage en dessous de la vidéo qui permet de zapper, qui permet d'aller voir ailleurs, qui permet de zapper finalement, c'est un peu l'intérêt aussi. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un certain nombre de textes, et plutôt que d'en parler, comme je le fais de plus en plus, d'abord parce que, comme c'est totalement improvisé, je manque souvent d'inspiration, je manque de temps de toute façon en permanence pour tout, parce que je fais trop de choses et que j'y arrive pas et que les journées n'ont que 24 heures. Mais voilà, je vais vous lire des extraits de ces différents livres, peut-être en vous disant 2 mots au passage, mais c'est des livres uniquement écrits par des autrices. Et puis je voulais aussi dire qu'à la fin du mois de mars, on fait venir à l'université avec ma collègue Priscille Atoy, Mariam Sheikh Farid, qui viendra parler de son roman Le syndrome de l'accent étranger. Ça sera le 29 mars à 17h30 en salle 70 du site Tanner. Et Mariam Sheikh Farid, donc écrivaine mauricienne, ça va être l'occasion pour ma collègue Priscilla Toy et moi, juste avant, pendant une petite heure, dès 16h30 également en salle 70, de parler des questions de diversité linguistique et d'insécurité linguistique. Et moi, évidemment, sur le versant littéraire. Et je suis en train de préparer cette communication. Et j'ai décidé, là encore, de prendre un corpus entièrement féminin. Donc, je parlerai de Davina Itou, dont j'ai déjà parlé dans Je range mon bureau. Donc là, je vous donne quelques conseils de lecture en littérature mauricienne contemporaine écrite par des femmes. Davina Itou. Donc Mariama Sheikh Farid, ça vient de sortir, là c'est l'édition chez Philippe Ray, mais ça vient de sortir aux éditions J'ai lu, ça coûte 7 €. Achetez ce livre, il est très très bien. Shehnaz Patel, son essai Funambulé, aux éditions Projectile. Rivage de la colère de Caroline Laurent aux éditions Les Escales, ça je crois que ça date de 2020 ou quelque chose comme ça, je vais revérifier, mais c'est très récent aussi, c'est sur le sujet, oui voilà, 2020, c'est sur le sujet des chagots, et j'aurai l'occasion de reparler de ça dans ma communication, mais après ma communication, il y aura un Je range mon bureau spécial littérature mauricienne, donc on reparlera de ces textes-là. Et puis toujours Shehnaz Patel, comme Funambulé ici, son roman de 2000, je ne sais plus quand, de 2000, je crois qu'il est de 2005, voilà, réédité en 2018, Le silence des chagots. Et donc là, c'est sur le même sujet que le livre de Caroline Laurent. Et puis parmi les autrices, là je ne vous montre que des autrices francophones, mais je travaille aussi sur Priya Hein, qui est une écrivaine mauricienne anglophone, Le Cantique du Rasta de Sharon Paul. Voilà, donc ça c'est pour vous dire que c'était encore un autre exemple, là en l'occurrence dans ma recherche, sur un projet de recherche actuel autour des littératures, des écritures de l'île Maurice, contemporaine de l'île Maurice. Je me concentre vraiment ici sur les écrivaines, donc on aura l'occasion bien sûr d'en reparler. Alors je vais vous lire des extraits d'autrices, un peu en vrac, un peu au hasard de mes dernières lectures. Et on va commencer sur le dernier livre que j'ai lu, c'était hier, alors je crois qu'on ne voit pas bien, là il faut que je fasse attention à la mise au point. C'est un livre qui je crois a eu le prix Goncourt du premier roman ou quelque chose comme ça. Emilienne Malfato, Que sur toi se lamente le tigre, et Que sur toi se lamente le tigre d'Emilienne Malfato, c'est un texte dont j'avais sans doute entendu parler, le nom m'était familier, je ne sais pas pourquoi, the name rings a bell, et je l'ai acheté avant-hier en fait, au Bibliovore. Alors le Bibliovore, c'est celui-là aussi, je l'ai acheté au Bibliovore, on en parlera après. Le Bibliovore, c'est une librairie d'occasion à Tours, voilà, dont j'ai déjà eu l'occasion de parler, donc voilà, ça c'est pour dire de quoi je parle. Et donc voilà, c'est un livre que je n'aurais pas acheté, donc au Bibliovore, hein, on achète les livres par 4 et c'est 10 € les 4. Donc voilà, 2,50 €, ça, j'ai pas trop hésité. Et donc c'est un texte très bref, hein, qui se lit vraiment en une petite heure, assez émouvant, hein, il faut bien avouer, et dont le sujet est un crime d'honneur, comme on dit souvent, mais qu'on ne devrait pas dire, puisque là en l'occurrence les mots sont bien posés dans le livre, c'est un assassinat, hein, c'est-à-dire que dans une famille, l'intrigue tient en une phrase, hein, dans une famille,
une des sœurs non mariées fait l'amour avant le mariage avec son promis, mais avant d'être marié, avant même d'être fiancé, je crois, parce qu'il part au front, en fait, et il est tué au front, et évidemment, elle tombe enceinte. Et donc, à la fin du livre, à la fin du texte, elle sera tuée par son frère aîné, qui prend sur lui, en quelque sorte, la charge patriarcale de laver l'honneur de la famille. Et donc, on est dans le contexte, c'est en Irak, on est dans le contexte à la fois de la guerre contre Daesh, de la présence des soldats américains, des attentats, etc. Donc c'est tout le contexte post-2003 en Irak. Emilienne Malfatto, c'est une journaliste, correspondante, je ne sais pas si elle a été correspondante de guerre, oui, elle travaille comme journaliste et photographe indépendante, principalement en Irak, voilà, donc c'est vraiment nourri de sa propre expérience de journaliste de terrain, donc c'est un texte qui est très émouvant. Alors j'ai toujours une petite réticence sur le succès de ce genre de livre, puisque ce livre a eu un certain succès, parce que c'est un petit peu... aller regarder les féminicides dans des cultures qui ne sont pas la nôtre et finalement dire « Oh là là, regardez, en Irak, c'est des rétrogrades, c'est pas bien, ils tuent les femmes. » Oui, effectivement, c'est pas bien, c'est même absolument calamiteux et scandaleux. Donc la question des crimes de sang, des crimes d'honneur, c'était véritablement un sujet, de même qu'un très grand nombre de sujets liés à des cultures désignées comme non européennes sont très problématiques. Les mutilations génitales féminines, par exemple, hein, l'excision, l'infibulation, etc., qui sont des sujets sur lesquels j'ai beaucoup travaillé, sont effectivement des véritables sujets dans la question des droits des femmes, bien sûr. Mais quand ce genre de texte a autant de succès en France, je ne peux pas m'empêcher d'y voir une espèce d'effet d'esquive, c'est-à-dire c'est peut-être pour pas trop parler des féminicides en France, et pour pas trop parler du patriarcat en France, et du patriarcat d'origine, on va dire, libéralo-chrétienne. On aime bien du coup parler des crimes patriarcaux chez les autres, dans d'autres cultures. Bon, c'est un petit peu la réticence que j'ai, mais c'est pas du tout une réticence par rapport au texte, qui est très bien, c'est plus par rapport à sa réception en France. Donc je peux pas m'empêcher d'avoir un petit doute. Je vais vous lire 2 extraits, très bref, de Emilienne Malfatto, que sur toi se lamente le tigre, puisque le tigre ici c'est bien sûr le fleuve, hein, on est en Irak, et en fait il y a un très grand nombre de narrateurs et narratrices, hein, pour un texte d'à peine une 60aine de pages, et le tigre lui-même, le fleuve, est un des narrateurs, est une des voix du roman. C'est un ressort qui n'est pas extraordinairement original, mais qui est judicieux et qui est bien fait et qui est bien mené par l'autrice, par Emilienne Malfatto. Et donc il y a aussi la sœur, la mère, un des 2 frères, le frère qui va tuer sa sœur aussi, hein, dont on a le récit à la première personne sur un bref chapitre. Donc c'est des chapitres extrêmement brefs, très fragmentés. Et je vous donne à lire... je vous lis, je ne sais pas ce que je dis, je vous donne à lire, je vous donne à entendre par ma lecture un extrait. Ici, c'est la future mère, et surtout la future assassinée, qui ne sera jamais mère, puisqu'elle est assassinée alors qu'elle est encore enceinte, qui raconte. Le médecin venait de Bagdad, ça s'entendait à son accent. Il était très jeune, cuivré sous sa blouse bleu ciel. Il a palpé mon ventre doucement. Il avait les mains légères, les coups lui ont répondu. Il n'a pas eu besoin de me poser de questions. Il s'est redressé, a retiré ses lunettes, les a essuyées longtemps sur un coin de sa blouse. Il a eu l'air beaucoup plus vieux, infiniment las. Il a remis ses lunettes, m'a regardé. 5 mois, peut-être plus. L'infirmière ne bougeait pas. Ma fiche indiquait que je n'étais pas marié. Alors c'était comme une sentence de mort. En une phrase, le médecin avait placé ma tête sur le billot. J'ai écouté ma sentence comme à travers du coton. Mon corps n'était plus que ventre. Le médecin s'est remis à parler, il s'est courbé vers moi. Je crois qu'il a essayé de comprendre. Ses yeux étaient désolés, il a utilisé des mots inconnus, déni, et celui-là encore, psychosomatique. L'infirmière m'avait pris la main. J'ai pensé à ma mère, qui préviendrait elle-même Amir si elle en avait l'occasion. L'honneur est plus important que la vie. Chez nous, mieux vaut une fille morte qu'une fille mère. Le médecin m'a demandé ce que je comptais faire si j'avais de la famille ailleurs, quelque part, loin. J'ai voulu lui dire que tous étaient morts, et que ceux qui n'étaient pas encore morts me tueraient. Les mots sont restés bloqués dans mon ventre. Et je vous lis un des derniers chapitres, en italique, c'est la voix du fleuve, c'est le tigre qui parle. Mes os ont charrié des bateaux, des taureaux ailés, des rois.
Depuis plusieurs lunes, elle transporte des hommes, blêmes, percés, gonflés de mon eau. Des voiles rouges les accompagnent et souillent mon flot. Deux extraits du roman d'Emilienne Malfatto, « Que sur toi se lamente le tigre », qui date, je crois, de 2020 également. Un grand bond en arrière dans le temps, 1817, un des romans tardifs de Madame de Genlis, Félicité de Genlis, un roman qui se situe au XIVe siècle autour d'une figure historique importante, Ignès de Castro, que je connais pas très bien, mais j'avoue que cette édition-là, là encore, ça vient du Bibliovore, il y a même encore le marque-page dedans, c'est là que j'étais allé le chercher tout à l'heure. Et ce roman, alors Félicité de Genlis n'est pas la plus invisibilisée des autrices du XVIIIe siècle, elle est assez connue, mais malgré tout, j'ai eu l'occasion de discuter de ça dans la manifestation hier avec un de mes collègues 18e. J'ai parlé d'un de ses livres d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, c'est mon collègue Yannick Seité, qui est un grand spécialiste de Rousseau, un grand 18e, et à qui je disais que j'étais en train de lire Ignès de Castro, je l'ai fini hier soir, je l'ai terminé hier après-midi en fait ce livre, il me dit elle n'est pas du tout invisibilisée, je lui ai dit mais ça c'est parce que tu es spécialiste en fait du 18e et que tu connais toutes ces autrices, mais je lui disais qu'en fait pour le grand public, dans la culture générale, si on demande des noms d'auteurs, surtout si on oriente en mettant un masculin comme ça, mais si on demande des noms d'auteurs et d'autrices du XVIIIe siècle, fin du XVIIIe siècle, ici, bon, c'est vrai que Félicité de Genlis, elle est morte assez âgée, je ne sais plus à quel âge, mais je dis pas de bêtises, j'arrivais pas à réussir à le savoir, en 1830 quand même, elle est née en 1746, morte en 1830, donc elle a vraiment couvert toute la deuxième moitié du XVIIIe et tout le début du XIXe, jusqu'à 1830, donc tout le règne de Louis XVIII en fait. Et de Charles X d'ailleurs même, si je dis pas de bêtises. Voilà, si on demande des noms, Rousseau, Voltaire, Diderot, il va y avoir plein de noms comme ça qui vont sortir, mais je doute quand même que Félicité de Genlis sorte personnellement. J'avais jamais entendu parler de Félicité de Genlis avant il y a quelques années, alors que bon voilà, j'ai fait Hippocagne, Normal Sup, alors certes ensuite plutôt en anglais, mais enfin j'étais très curieux de littérature française et francophone, et j'ai suivi plein de séminaires, et très honnêtement ce nom n'est jamais venu, n'est pas vraiment venu vers moi. Donc c'est ça qu'on appelle l'invisibilisation, la marginalisation d'autrices qui sont des autrices très importantes. Alors je ne vais pas vous faire un cours sur Félicité de Genlis, j'en serais incapable. C'est la première fois que je lis vraiment un livre, ça fait plusieurs années que j'en entends parler, j'ai lu quelques extraits, mais c'est la première fois que je lis vraiment un livre de Félicité de Genlis, au hasard là encore des bouquinistes. Mais voilà, c'est pour dire que c'est quelqu'un qui a écrit un peu plus d'une centaine de livres, elle a écrit de nombreux romans, des pièces de théâtre, comme c'était la préceptrice. Alors je ne sais plus si c'est les enfants du roi ou pas, attendez que je prenne mes anti-sèches dans le bouquin. Où est-ce que c'est ? Tac. Voilà. Elle quitte Paris pour un pavillon près du couvent de Bellechasse en 1777 et se consacre à l'éducation des enfants du duc, du duc d'Orléans, je suppose, oui voilà. Parmi lesquels le futur roi Louis-Philippe. C'est à cette époque qu'elle commence à publier ses premières œuvres où elle rend compte de ses expériences pédagogiques. Voilà. Et puis ensuite, elle a écrit aussi beaucoup de romans, et puis elle a écrit en 10 tomes des mémoires sur le XVIIIe siècle, la Révolution française, de 1756 à nos jours, et elle fait paraître ça à 1825, donc vraiment sur ses vieux jours, à presque 80 ans, et ce que dit la notice biographique de cette collection, c'est « dont les révélations font scandale ». Alors j'avoue que ça me titille, j'ai pas le temps, c'est pas ma spécialité, c'est pas mon domaine de recherche, donc j'aurais pas le temps d'aller chercher, mais j'avoue que ça titille un peu ma curiosité. Bon. Donc une figure extrêmement importante. Il y a une biographie d'elle qui est parue l'an dernier ou il y a 2 ans par Martin Reed. Donc c'est vraiment une figure qu'on commence quand même un petit peu à remettre sur le devant de la scène. Il n'en demeure pas moins qu'elle reste invisibilisée ou marginalisée, au sens où si par exemple on demandait à France Culture, je prends un exemple, de sortir le nombre d'heures consacrées à Voltaire ou Rousseau, Lumière, Diderot, Marivaux, etc. sur la décennie, on va dire 2013-2022, et qu'en parallèle, on allait chercher des
des figures comme Félicité de Genlis, Claire de Duras, etc., il va de soi qu'il y aurait un nombre d'heures consacrées à Félicité de Genlis très 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 nettement inférieur au temps consacré à un certain nombre des écrivains que j'ai cités avant. Bref, Ignès de Castro, c'est un roman qui se passe au XIVe siècle, mais qui n'est pas du tout médiévisant, moyenâgeux. C'est sorti en 1817, mais il n'y a pas du tout le côté gothique, absolument pas. C'est vraiment un roman de cour. Hein. Tout pourrait se passer au XVIIIe siècle, en fait. Ça dépeint une aristocratie véritablement de cour. Comme dans les romans du XVIIe ou du XVIIIe siècle, hein, on pense à la princesse de Clèves par exemple, bon, à l'exception du fait que, et c'est une exception notable, c'est très rousseauiste dans l'approche de la personnalité humaine, et puis ce qui est très intéressant, c'est qu'on a évidemment un personnage principal, qui est un personnage principal féminin, extrêmement complexe, mais dont on voit que ce personnage, Ignès de Castro, elle est quand même prise dans un système, alors pour le coup, complètement patriarcal. Ça veut dire que même en étant amoureuse de l'enfant Pedro, et ça correspond à la réalité historique, en étant amoureuse de l'enfant Pedro, en étant aimée de lui, hein, il contracte un mariage secret avec elle, c'est tout le sujet du roman, même dans cette situation-là, en fait, elle devient la victime d'un système évidemment dominé par les hommes, de violences masculines et de violences patriarcales, mais surtout, elle est à la merci, en fait, des désirs et des décisions de son mari. Alors c'est évidemment extrêmement déguisé ou dissimulé parce que c'est lié, enfin c'est l'homme qu'elle aime, mais néanmoins on voit très clairement que l'enfant Don Pedro, il a l'habitude qu'on lui obéisse, et ça veut dire qu'en fait il fait violence à Ignès de Castro, même si cette violence est facilement acceptée parce qu'elle est amoureuse, consentante, etc. Mais la violence masculine et la violence patriarcale, ce sont deux choses différentes qui évidemment se rejoignent, qui se liguent ou qui se lient, sont extrêmement présentes dans le livre. Et ça c'est très intéressant en soi. Je vais juste vous lire un extrait rapide sur une... Voilà, c'est un passage... Alors, c'est un livre qui a été publié dans la petite bibliothèque Ombre par les éditions Ombre, qui était une maison d'édition toulousaine qui, je crois, qui a mis la clé sous la porte depuis un petit moment déjà. Et alors c'est très étonnant parce qu'il y a assez bourré de coquilles. En fait, il y a vraiment des coquilles partout, alors que ce sont des très jolis livres. Mais j'ai le souvenir, moi, d'avoir acheté et lu des livres de cette collection dans les années 90, et c'était souvent très fautif, très mal relu. Donc je ne sais pas si c'est pour ça qu'ils ont fini par mettre la clé sous la porte, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est du beau papier, c'est des beaux textes, il y a un appareil critique succinct, mais extrêmement intéressant et utile. Mais à côté de ça, dans la finition linguistique et typographique, c'est n'importe quoi. Donc ça, c'est un petit peu gênant quand même. Oui, je voulais vous lire un passage, pas tout à fait à la fin, parce que le roman occupe à peu près 150 pages dans ce livre. Là, c'est la page 106. Mais c'est pour dire, justement, pour donner un exemple de cette violence perpétrée par Dom Pedro, par l'enfant Pedro, qui est Dom Pedre, parce que tout est francisé, sur Ignès de Castro. Ce qui est intéressant, c'est que Ignès de Castro décide, parce qu'elle pense qu'elle n'a pas le droit de prétendre à devenir l'épouse, à entrer dans la famille royale, parce que ça serait une mésalliance, bien sûr, elle décide de s'enfuir, d'aller dans un couvent et de n'informer l'homme qu'elle aime par-dessus tout, l'enfant Dom Pedro, elle le prévient par 2 lettres. Elle envoie une lettre à Dom Pedro, elle envoie une lettre à son tuteur, Alonso, et elle cherche à s'enfuir. Et en fait, Dom Pedro, il intercepte les lettres, il prend connaissance de son projet de s'emmurer dans un couvent et de lui échapper pour toujours, hein, contre ses propres sentiments à elle et contre ses sentiments à lui. Et en fait, il organise un mariage secret dans son dos. Et donc, c'est ça que j'appelle aussi faire violence à la décision, en fait, délibérée d'une femme qui a pris une décision. Alors, il lui fait pas plus violence que ça, parce qu'en fait, ses désirs profonds sont qu'elle veut, évidemment, vivre avec lui et l'épouser. Mais je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Et la phrase qui, moi, véritablement me choque le plus dans la représentation de ce personnage, qui est un personnage ambivalent. Pedro, il est représenté comme ayant des côtés extrêmement impulsifs, extrêmement violents, extrêmement négatifs, mais que justement l'amour d'Inès et l'amour qu'il a pour Inès vont aider à compenser. Ils vont le guérir en quelque sorte de ce côté sombre.
Alors ce côté sombre, en fait, même quand il est très amoureux d'Inès, il apparaît, c'est ce que je vais vous montrer. Dom Pedre, après avoir exprimé à Inès l'excès de sa joie et de son bonheur, lui dévoila tous les mystères de cette intrigue si bien conduite. Sa femme de chambre, effrayée du projet de sa fuite, avait, sous le sceau du plus grand secret, consulté Amalia, qui aussitôt en instruisit le prince. Donc déjà, on voit que quand on confie un secret à quelqu'un, c'est déjà perdu, tout le monde est au courant. On se décida vaguement à tromper Inès afin de l'empêcher de partir. Donc là, on va la tromper, mais pour son bien. Quand elle confia ces 2 lettres, au lieu de les porter chez un notaire, on les remit au prince, qui lut la sienne avec toute l'ivresse d'une joie sans borne, qui néanmoins devait augmenter encore par la lecture des papiers qu'Inès avait été forcée de lui remettre dans le château. Je m'interromps dans la lecture, mais c'est pour dire qu'ici, on voit bien, ici, au lieu de les porter chez un notaire, on les remit au prince. Ça veut dire qu'on est vraiment dans une situation absolutiste, c'est-à-dire que l'enfant est déjà, appartient à ce système de monarchie absolue, dans lequel, finalement, la volonté d'une femme de la noblesse, d'une jeune femme de la noblesse qui veut prendre le voile, qui veut s'enfermer dans un couvent, qui s'est déjà organisée, qui a pris ses décisions, et tout ça est totalement bafoué, en fait, son secret est immédiatement éventé, et c'est l'homme qui est à la fois l'homme qu'elle aime et qu'il aime, et le monarque qui va entièrement prendre sur lui de tout modifier et à la fois de violer le secret, mais aussi de bafouer sa volonté. Alors Dom Pedre imagina la fable dont l'inexpérience et la crédulité d'Inès avaient si bien assuré le succès. Inexpérience et crédulité. Crédulité. Attention, c'est là, moi, ce qui m'a le plus frappé. Quant à la lettre adressée à Alonso, le prince l'avait brûlée sans la lire. Il ajouta qu'il était parfaitement sûr de la discrétion du prêtre et des 2 témoins Alvarez et Garcias, que leur sûreté même répondait de leur fidélité à cet égard. Dom Pedre apprit à Inès qu'elle allait s'arrêter un moment dans la maison d'Amalia, qui était sur la route de celle où elle avait dit publiquement qu'elle irait. Qu'en effet, elle s'y rendrait ce jour même, mais qu'au lieu d'y passer 8 jours, elle reviendrait le surlendemain au palais à Lisbonne. Ce qui m'intéresse ici, c'est qu'elle a écrit 2 lettres, et donc il y en a une que Pedro doit normalement lire après le départ, après la fuite d'Inès. Bon, on a vu comment le secret est éventé, il prend connaissance de cette lettre et d'un certain nombre de papiers qu'il ne doit normalement pas consulter, il en prend connaissance plus tôt, ce qui lui permet d'organiser le mariage secret, mais elle avait aussi écrit une autre lettre à son tuteur, qu'elle connaît depuis la petite enfance, qui en fait était amoureux d'elle à un moment donné, aurait voulu en fait qu'elle l'épouse, ce qui ne se fait pas, puisqu'elle tombe amoureuse de l'enfant Pedro. Il y a tout un côté extrêmement romanesque, extrêmement à la fois romanesque et romantique. C'est un livre qui est très bien écrit et qui se lit très bien de cette manière-là aussi. J'en reviens à ce que je voulais dire. Elle a aussi écrit une lettre à son tuteur Alonso, et là on voit que Dom Pedro, le prince l'avait brûlée sans la lire. Ça n'a aucune importance. Ce qu'a écrit sa femme, la femme dont il est éperdument amoureux, et dont la suite nous montre qu'il en est effectivement éperdument amoureux, c'est une lettre de femme à quelqu'un d'autre que lui, il la jette au feu. Ça n'a pas d'importance, il a de toute façon déjoué le stratagème et la volonté de son épouse, de celle qui devient du coup son épouse, peu importe, il balance la lettre au feu. Et ça, moi je trouve que symboliquement c'est extrêmement important, parce que si on regarde en termes de métatexte, c'est Félicité de Genlis qui représente la façon dont un homme, même amoureux, même soi-disant se jetant aux pieds, etc., d'une femme, prend des textes qu'a écrit cette femme et les balance au feu. Et donc je crois que c'est ça aussi la lettre brûlée au centre de Inès de Castro. Bon, je ne veux pas trop en faire, mais j'ai trouvé ça quand même assez important aussi en termes de questions d'écriture. Voilà, donc ça c'était Inès de Castro de Félicité de Genlis, ça date de 1817, et l'édition Ombre date des années 90, 1995. Voilà. Jeanne Sautière, Corps flottant, ça c'est un livre dont je veux parler depuis le mois d'octobre, je crois, je ne sais plus. Ouais, il est sorti en août 2022. Et Jeanne Sautière, j'avais énormément aimé son livre Mort d'un cheval dans les bras de sa mère. J'en avais parlé ici, dans les séries Je range mon bureau. Et ce texte, je vais vous lire la 4e de couverture, parce que comme la lecture ça fait plus de 6 mois que je l'ai lu. Je regarde dans le néflier face à moi, il y a une pie très très belle, peu importe. Je vous lis la 4e de couverture. Des petits débris flottent et se déplacent dans le vitré, projetant parfois des formes sur la rétine. Ce que l'œil perçoit est l'ombre de ces corps flottants. Comme dans un cosmos, certains se satellisent et s'agrègent. J'ai vécu mon adolescence à Phnom Penh de 1967 à 1970. J'en ai si peu de souvenirs que j'ai laissé toute la place à ces traces des ombres projetées. En résie, des silhouettes apparaissent.
font signe, celles des parents, de mes camarades de lycée, d'un grand amour, celles aussi auxquelles la violence de l'histoire nous attache. Ici, à Paris, le temps est blême, c'est l'hiver, il est 17h, il fait 8 degrés. Là-bas, à Phnom Penh, la nuit est totale. Il est 23h, il fait 26 degrés. J'ai voulu écrire dans les 2 fuseaux horaires, dans les 2 latitudes, écrire au crépuscule, qui est avant tout la survivance de la lumière après le coucher du soleil. Et donc c'est un texte difficile à résumer, et je ne vais même pas essayer. Je vais juste vous lire 2 extraits brefs, là encore, de ce texte, Corps flottant. Page 56. On sait bien que ce n'est pas une erreur d'optique, une méprise. Tout à coup, la mer vivante n'est plus rien, une image sans identité. Et le leurre n'est pas d'avoir une autre mer, ou même de voir s'évaporer sa mer. C'est de voir sa substance vidée de sens. En lieu et place de la mer, un fantôme, un suaire agité d'une vie sans vie dont nous sommes l'enfant. C'est sans doute cela qui écrit, l'enfant de la forme vide, agité par une illusion dévoilée. Lorsque rien ne se propose plus pour habiter l'image, il y a l'écriture. C'est sa place. Moi, c'est ce texte que j'aurais mis en 4e de couverture si j'avais été l'éditeur ou l'autrice. Alors peut-être que c'est pas du tout une bonne idée, parce que ça raconte pas du tout ce dont il s'agit, mais moi, c'est le genre de paragraphe qui, moi, me donnerait vraiment envie d'acheter le livre. Bon, je l'avais acheté quand même, parce que, bon, déjà, la 4e de couverture est pas mal en tant que telle, et puis aussi parce que, voilà, maintenant, Jeanne Sautière, c'est quelqu'un que j'ai envie de lire. Je vais vous lire un chapitre bref de la page 98-99. Je n'ai plus voulu penser au Cambodge après mon départ. On entendait des informations qui paraissaient toutes fausses. J'ai dû probablement me réjouir de l'arrivée des Khmers rouges comme je me suis réjoui de l'arrivée de Khomeini en Iran. La révolution porte beau, incontestable, décisive, fière, mais quelque chose n'allait plus. On apprend que de jeunes étudiants khmers rejoignent leur pays pour participer à sa libération, dont la sœur d'un ami. Ils seront tués à l'aéroport à la sortie de leur avion en tant qu'intellectuels. Ça ne se parle pas. Sans doute est-ce là le premier signal du crime de masse, le silence étouffant qui l'entoure, et la stupeur dans laquelle on va découvrir le génocide après coup. Comment croire que dans ce pays profus, on ait pu faire mourir de faim? Ce n'est pas négation, mais réalisation de l'impossible, de la pellicule de vide entre le réel et l'intelligible. La jeune femme qui est assise dans le salon de mes beaux-parents à Montparnasse sur une des chauffeuses rouges est apparentée à la famille royale. Elle a pu trouver refuge en France après être passée par un camp en Thaïlande. Elle nous dit « J'ai marché sur les os. J'ai vu les corps pourrir dans la rizière. Je n'entends rien. » Elle parlait fort, elle articulait fort, le visage crispé. Les mots sont sans image, sans réalité, sans figuration. Ils ne sont pas du monde que j'arpente. À Paris, on ne peut pas rendre intelligible marcher sur les os. Ces os ne sont pas les nôtres. On marche sur le bitume ici. Les os des nôtres sont dans les cimetières, on ne marche pas sur les tombes. Ici, on ne laisse pas les os traîner sur les chemins. Elle est sortie de l'humanité par le fait même de son énoncé que nous réfutons à l'instant même où nous l'entendons. La monstruosité du crime la monstruosité du crime rend l'identification impossible. Et donc c'est ce très beau livre de 2022, Corps flottant, de Jeanne Sautière. Alors un livre dont je croyais avoir parlé, je ne sais pas si j'en ai parlé ou pas, je n'ai pas vérifié, mais je vois qu'il est encore sur mes piles. C'est un livre que j'ai lu il y a 1 an maintenant, je pense. Nora, de Nwala O'Connor. Pardon. En plein dans le micro, vous en avez pris plein les oreilles. Nora, de Nwala O'Connor. Alors Nwala O'Connor qui a publié aussi qui a publié tous ses premiers livres, notamment ses recueils de nouvelles que j'aime énormément, Nwala ni Khonruir, je ne sais pas comment ça se prononce, ni Khonruir, ça s'écrit. Ça se dit pas du tout comme ça, ni comme j'ai essayé de le dire avant, je ne parle pas du tout le gaélique, et c'est une langue très compliquée. Donc voilà. Nora, c'est un livre, c'est une biographie bien de la femme de James Joyce, de la femme... Ils ont vécu ensemble, ils ont eu des enfants sans se marier, ils finissent par se marier fort tard. Et donc c'est d'ailleurs un des sujets évidemment récurrents du livre.
Nora Barnacle, hein, littéralement Nora Bernicle, c'était le patronyme, c'est la réalité ça, hein, c'est la réalité biographique. Nora, elle s'appelait Barnacle, et Barnacle, c'est à la fois la bernique, c'est-à-dire le petit coquillage, et cet élément-là revient hein, de manière régulière dans le texte d'ailleurs, hein, et c'est aussi une oie, c'est la bernache. Mais là, vraiment, c'est vraiment le coquillage hein, qui est récurrent dans ce texte-là. Alors, c'est un très beau livre, hein, c'est un très beau livre, publié en 2021, comme tous les livres de Nuala O'Connor, Nuala Nihonshuer. Il n'est pas traduit en français, ce qui moi me sidère, parce qu'il y a dans le monde éditorial français une vraie fascination pour l'Irlande. Il y a beaucoup d'écrivains et d'écrivaines d'Irlande qui sont traduits. Eh bien, pour moi, cette écrivaine-là, c'est une des plus importantes, c'est une voix fondamentale. Ces nouvelles, moi, sont parmi les plus belles choses que j'ai lues de toutes ces dernières années, et ça n'existe pas dans le paysage éditorial français. Alors c'est un roman assez long, hein, presque 400 pages, que j'ai lu dans la foulée de ma relecture, je ne reviens pas dessus, d'Ulysse de James Joyce, et donc forcément, il y a plein de choses que ça mettait en place, bien sûr, pour moi. Et ça commence d'ailleurs, le texte commence le 16 juin 1904, le fameux 16 juin 1904, à Dublin. Nora raconte une promenade rapide, une petite promenade avec James Joyce, et on sait que c'est ce jour-là, cette promenade-là, qui donne lieu ensuite à toute l'idée d'écrire un roman qui se passe entièrement le même jour, et donc le 16 juin 1904. Donc c'est un roman qui est très beau, qui essaie justement alors certes de romancer un petit peu, mais avec énormément de sources biographiques. Hein. Nuala O'Connor, elle s'est bien renseignée. Alors elle a aussi écrit un livre que je viens juste d'acheter, que je n'ai pas encore lu, je crois que c'est Miss Emily ou quelque chose comme ça, sur Emily Dickinson, qui était son précédent roman, je crois. Est-ce que je vais avoir la Miss Emily, tout simplement, 2015, que j'ai pas lu encore, mais dont j'aurai l'occasion de parler bientôt. Et donc voilà, donc c'est évidemment une fiction, hein, ça romance et ça crée un point de vue, puisque tout est narré par Nora elle-même. Hein. Nora, c'est le titre, c'est la protagoniste titre du livre, c'est aussi sa narratrice, donc ça veut dire que toute l'histoire de James Joyce est racontée par Nora, puis du coup c'est l'histoire de Nora. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un peu l'espèce de structure un peu ambivalente qui fait que si Nora Barnacle n'avait pas été la compagne de Joyce pendant toute sa vie, hein, de 1904 à sa mort, peut-être qu'on n'écrirait pas de livre sur Nora Barnacle. Donc, et Nuala O'Connor, elle est prise dans cette ambiguïté, qui est que, en racontant l'histoire de Nora et en faisant raconter à Nora, elle parle beaucoup de Joyce. Et peut-être que le sujet brûlant, le sujet passionnant, c'est Joyce. Donc elle essaie sans arrêt de louvoyer entre les deux, et c'est assez habile, moi je trouve, de ce point de vue-là. Alors je n'ai marqué aucune page, ce qui est très étonnant de ma part, ou alors je ne sais pas ce que j'ai foutu. Il faut quand même que je vous lise un extrait pour vous faire entendre un peu la langue de Nuala O'Connor. Pas celui-là. Allez, on va lire un extrait où ça parle vraiment de Ulysse, de la parution et du contexte autour de la parution d'Ulysse en France. The important writer, Monsieur Larbaud, has taken a keen interest in Jim and Ulysses. It was Miss Beach who introduced them. Of course, she's been a great friend to us. Larbaud claims he is raving mad over the novel, Nora, Jim tells me. Well, of course he is. They're all amazed by your writing, aren't they? We're walking in the bois, for Lucia likes to row on the lake and none of her friends are available to play today. The air is cold, but we're well wrapped up, and it's nice to walk with my arm in Jim's, his rings flashing and his cane tap-tapping. I'm beginning to feel that we're part of something in Paris now, that we matter. Larbaud is using words like great and immortal. Obviously, I know I'm writing a good thing, but it lifts me when others concur. I breathe deep on the green, fresh park air and watch Lucia row in lazy circles, a face a contortion of concentration. I peer closer. She's muttering to herself a habit plucked straight from her father. Her head dips, the oars plunge, and Lucia's lips move in frantic conversation with no one. People
will think she is mad, I say, nodding towards her. But mind, Nora, that a little madness now and then is relished by the wisest men, as the lunatic said to his oppressor, or didn't say more accurately. And what meaning am I to take from that, Jim? Lucy is not mad, she's flexible-minded. That's a vast difference. I look out over the lake. The black reflections of the surrounding oaks reach across the water to our daughter. She continues circling and chatting. Is she happy, do you suppose? I ask. Jim sits me on a bench and huddles close. People were not made to be happy, Gusine. They were made to attempt things. I prefer to be happy above all else. But we can't be that all day, every day. We'd die of boredom. He takes my hand and slips one cold finger inside my glove to feel my skin. Larbeau plans to have a small conférence about Ulysses. Adrienne Monnier will host it at La Maison des Amis des Livres. Miss Beach is beside herself with joy. They're good eggs, the pair of them. Miss Beach says it will raise interest in my work to the stars. Maybe then Miss Weaver's English publishers will change their minds and publish it. Jim sighs and rubs at his nose. Unlikely, dear one, but people here will listen if Larbeau praises it, which can only help. He sits back and pokes at the ground with his cane. All this censorship nonsense in America is making my teeth ache. What is wrong with those people that they can't take a little bloody realism? At this rate, no one outside of Africa will print the damn thing as a book. He wriggles on the seat, obscenity my airy arse. And as for corrupting the minds of young girls, give me strength. Extrait de Nora, donc de Nwala O'Connor. Lu récemment, toujours, tiens, des poèmes, et une poète allemande dont j'ignorais l'existence, j'avoue, j'ai acheté ça il y a... c'est sorti très récemment, je pense. Ah non, c'est pas du tout sorti récemment, je dis des bêtises. Traduction française, édition Segers, 2001, donc Gertrude Colmar, traduit de l'allemand par Jacques Lajarige, chez Segers, et en fait non, c'est sorti en 2001, c'est juste que j'ai un très bon libraire qui a beaucoup de fonds, et que donc on peut découvrir des choses qui ne viennent pas de sortir, donc c'est très bien. Donc pour moi, ça venait de sortir, parce que j'avais jamais entendu parler de Gertrude Colmar avant. Donc c'est une très jolie petite édition, bilingue, presque de poche, chez Segers, et Gertrude Colmar, c'était une poète qui est morte à Auschwitz, en fait, en 1943, à l'âge de 50 ans à peu près. C'est une poète qui était déjà connue hein, au moment de la guerre, au moment où elle a été déportée, puis évidemment assassinée à Auschwitz. Et elle a été apparemment, visiblement brièvement, enfin moi je ne suis pas germaniste ou spécialiste de littérature allemande, donc peut-être que je suis trop à l'extérieur de ça, mais enfin je vois passer énormément de choses sur Walter Benjamin, mais voilà, cette édition dit qu'on commence à bien redécouvrir Gertrude Colmar, qui était la cousine germaine de Walter Benjamin. Bon, j'ai pas l'impression, on voit passer beaucoup de choses sur Benjamin, mais encore aujourd'hui, hein, de plus en plus même, j'ai l'impression que moi, on voit plus de numéros de revues, d'articles, de références à Walter Benjamin aujourd'hui qu'il y a 20 ans. En revanche, Gertrude Colmar, elle reste vraiment dans les marges, dans les lisières. Donc c'est l'intérêt aussi aujourd'hui ici, hein, voilà, je vais vous inciter à vous renseigner hein, sur Gertrude Colmar. Alors le prix est encore en francs, 89 francs, mais je pense que j'ai payé ça 14 €, 13 €, quelque chose comme ça. Et c'est très très beau. Alors je vais essayer de vous faire lire, décidément j'arrête pas de dire ça, je vais essayer de vous faire entendre, alors les poèmes sont assez longs, comment est-ce que je peux faire? Je vais vous lire juste le début d'un poème qui s'appelle Die alte Frau, la vieille femme. Alors j'improvise, et mon allemand c'est pas trop ça, donc je vais essayer. Hein. Heute bin ich krank, nur heute. Und morgen bin ich gesund. Heute bin ich arm, nur heute. Und morgen bin ich reich. Einst aber werde ich immer so sitzen, in dunkles Schultertor, frierend verkrochen, mit üstelnder, rasselnder Kehle, mühsam in Schlurfen und an den Kachel offen, knöchrige Hände tun. Dann werde ich alt sein. Meine Haare finstere Amselschwingen sind grau, meine Lippen bestaubte, verdorrte Blüten, und nichts weiß mein Leib mehr von Fallen und Steigen der roten springenden Brunnen des Blutes. Ich starb vielleicht, lange schon,
vor meinem Tode. Und doch war ich jung, war lieb und recht einem Manne wie das braune nährende Brot seiner hungrigen Hand, war süß wie ein Labbetrunk seinem dürstenden Mundes. Ich lächelte, und meine Arme weiche, schwellende Nattern lockten umschlingen in Zauberwald. Je vous ai lu une petite moitié de ce poème, Die alte Frau, la vieille femme, et je vais vous lire la traduction française sur laquelle je vais être plus à l'aise. Aujourd'hui, je suis malade et demain, je serai guéri. Aujourd'hui, je suis pauvre, aujourd'hui seulement, et demain, je serai riche. Mais un jour, je resterai toujours assise ainsi, blottie, grelottante dans un châle sombre, la gorge qui tout saute, se racle. Je me traînerai péniblement jusqu'au poêle en faïence, où je poserai mes mains osseuses. Alors, je serai vieille. Les sombres ailes de merle de mes cheveux sont grises, mes lèvres des fleurs séchées poussiéreuses, et mon corps ne sait plus rien des cascades et jaillissements des fontaines rouges du sang. Je suis morte peut-être bien avant ma mort. Et pourtant j'étais jeune, était aimante et bonne pour un homme comme le nourrissant pain doré de sa main affamée, était sucré comme un réconfortant à sa bouche assoiffée. Je souriais et les enlacements de mes bras de vipère, mollement enflés, attiraient dans la forêt magique. Je regarde juste, je ne sais pas pourquoi c'est les bras de vipère. Bon. Und meine Arme weiche, schwellende Nattern lockten umschlingend in Zauberwald. Ouais, je ne sais pas s'il n'ajoute pas la vipère quand même. J'avoue que je... Bon, peu importe. Gertrude Kolmar, donc une poète allemande à découvrir, redécouvrir peut-être, à mettre en avant en tout cas. Texte d'une autrice, là encore, que je me mets à suivre assez régulièrement désormais, aux éditions, aux incomparables éditions La Contralée, avec leurs incomparables achevés d'imprimés, qui sont vraiment géniaux. Je ne dis pas que je lis ça en premier, mais c'est quand même, voilà, c'est quelque chose de caractéristique. Et donc là, on va lire un extrait, ou plusieurs extraits, d'Amandine D., Sortir au jour, hein, un texte qui vient de paraître là aussi, je cherche, moi j'avais beaucoup aimé À main nue en 2020, et ça vient de sortir, ouais, 2023 je pense, j'arrive pas à trouver la date, 2023, c'est ça, voilà. Sortir au jour d'Amandine D, qui est un texte autour de la mort, autour des morts et de la toilette des morts, texte qui a été visiblement inspiré, ou qui est né d'une rencontre avec une thanatopractrice, si je prononce correctement ça, Gabrielle, je ne sais pas comment il faut dire ça. Et c'est un texte qui alterne justement entre les récits, descriptions d'expériences de la thanatopractrice qui explique son métier, comment elle pratique son métier, et des passages plus personnels d'une voix qui est celle d'Amandine D, très probablement elle-même. Je vous lis 2 extraits. On parle d'elle, on la met debout avec nos mots. La lumière et l'ombre, ses pleins et ses creux. On dit ses failles aussi, sinon elle se foutrait de nous, c'est sûr. Certains la conjuguent au passé, d'autres au présent. Il y a ensuite des chants de liberté, des hymnes féministes, beaux et rageurs. Et puis Céline Dion, puisqu'elle assumait joyeusement son amour pour la chanteuse, là où d'autres l'auraient planqué dans l'intimité. Alors on y va, on ne se débine pas, on chante, on hisse la grande voile, et on se marre. J'ai lu quelque part que l'on pouvait se recueillir dans des lieux immatériels bien éloignés de la pierre des cimetières. Dans une blague, par exemple. Et j'aime cette idée, car la dernière soirée avant la maladie, nous avions tellement ri. C'est là que je la retrouverai désormais, dans un éclat de rire. Bien sûr, je vais vivre avec son absence. Bien sûr que je l'ai déjà accepté. Dealer avec la tristesse, ce truc qui nous tombe dessus. Je connais bien la colère. Un peu trop bien parfois, mais enfin cela donne de l'énergie, ça met en mouvement, la tristesse creuse. Face à la beauté d'un paysage, je pense parfois à elle, qui ne verra ni ce vert ni ce bleu. La tristesse ne dure pas, disons plutôt qu'elle se fige, qu'elle durcit, forme un petit caillou, gratitude, chagrin, pense bête.
Autre extrait, et cette fois-ci c'est la voix de Gabriel. Je me sens parfois tiraillé entre une société super hygiéniste et le devoir de rendre hommage aux défunts. C'est une question qui a beaucoup agité la profession au début de la pandémie, quand on connaissait encore mal le virus. Fallait-il continuer de pratiquer les soins ou exercer notre droit de retrait et priver les proches de revoir leurs défunts une dernière fois? Je me pose beaucoup de questions sur mon métier. Les produits que j'utilise sont très polluants. J'aimerais que cela évolue. Je m'intéresse beaucoup aux funérailles écologiques. Les résistances sont nombreuses. C'est sûr que les cercueils en carton, c'est moins bon pour les affaires. Certaines choses me mettent vraiment en colère. Pendant longtemps, les personnes séropositives n'ont pas eu droit aux soins funéraires. C'est une avancée très récente. L'attitude vis-à-vis des morts en dit beaucoup sur les vivants. Par exemple, on ne peut plus disposer des cendres de la personne défunte comme bon nous semble. Le coup des cendres de papy qui trônent dans un vase sur la cheminée, c'est fini. On ne peut plus s'approprier un défunt. Il faut que chacun et chacune ait la possibilité de se recueillir librement auprès de lui. Oui, les morts ont de nouveaux droits, et les vivants aussi. Cela fait à peine quelques années que les animaux sont reconnus juridiquement comme des êtres vivants doués de sensibilité. C'est fou, non? C'est drôle, j'ai remarqué que dans certaines familles, personne n'avait le droit d'entrer dans la pièce du défunt et que dans d'autres, tout le monde le pouvait. Les amis, les enfants, les animaux domestiques, les proches laissent parfois le chat dormir sur la personne décédée, je crois que c'est à l'image de la personne qui a été le défunt, à sa manière d'ouvrir la porte ou non. Sortir au jour d'Amandine D, la contre-allée, dans un tout autre genre, alors là pour le coup, virage à 180 degrés avec un texte africain futuriste, et non pas afro-futuriste, Nnedi Okorafor, puisque c'est d'elle qu'il va être à nouveau question, écrivaine dont je parle beaucoup, que j'enseigne aussi, dont j'enseigne un livre, Lagoon, en 3e année. Nnedi Okorafor, ça c'est son tout dernier livre, je crois, parce qu'elle publie beaucoup et je lis pas tout, non, c'est pas du tout son dernier livre, parce que c'est de 2020, en fait, je lis n'importe quoi. Moi, je viens enfin de le lire, Ikenga. C'est une histoire de super-héros, c'est un peu young adult fiction, c'est un petit peu quand même formaté roman pour adolescents, adolescentes. C'est une histoire de super-héros située pour le coup dans une grande ville provinciale du Nigeria, dans une capitale de province, mais ces capitales de province sont en fait des petites villes où tout le monde se connaît, où tout se sait. Et dans ce contexte et dans ce milieu extrêmement spécifique nigérian, Nnedi Okorafor construit une histoire un peu de super-héros avec des super-pouvoirs, sauf que c'est pas du tout des super-héros avec des super-pouvoirs façon comic books, mais quelque chose qui est relié. C'est pour ça que Nnedi Okorafor insiste toujours sur le fait que ce qu'elle fait, c'est de l'African futurism et pas de l'Afro-futurism. Le fait que ça, c'est lié, non seulement ça se situe, l'histoire se passe dans un contexte social et politique très marqué, très ancré dans le Nigeria postcolonial, dans le Nigeria contemporain, mais aussi parce que ça repose sur un système de croyance et un système de pensée, qui est un système de pensée, en l'occurrence ici animiste, et donc pas du tout américanisé, totalement africain. D'où la distinction qu'elle fait entre l'afrofuturisme, dans lequel elle voit plutôt un lien avec les récits post-esclavagistes, l'identité afro-américaine, et ce qu'elle fait, ce qu'elle pratique, qui est de l'African futurism. Donc voilà, donc c'est un texte africain futuriste. C'est un récit de super-héros, ça se lit bien, bon, c'est bien écrit. Moi, je continue d'être un tout petit peu frustré que Nnedi Okorafor ne cherche pas à poursuivre plutôt la veine des romans plus ambitieux comme Lagoon, qui à la fois peut se lire vraiment comme un livre soit de science-fiction, un livre d'extraterrestres, un livre un peu romance aussi, un peu pulp, donc qui peut être lu par des personnes qui ne sont pas des chercheurs ou des chercheuses en littérature, mais qui est un livre aussi extrêmement profond, extrêmement complexe dans les différentes relations qu'il tisse entre des contenus littéraires, des contenus sociologiques, des contenus anthropologiques. Donc voilà, moi je trouve qu'elle fait un peu dans la facilité avec ce type de texte. Bon, je trouve ça dommage, mais bon, voilà, c'est son choix et on sait que voilà, c'est quelqu'un qui, pour le coup, assume totalement ses choix. Et si on veut avoir un très bon exemple d'autrice avec une véritable autonomie, une maîtrise de sa carrière et une agency, c'est-à-dire le fait que voilà, c'est elle
qui est l'actrice de son œuvre, l'autrice à 100% et l'actrice de son œuvre, c'est bien Nnedi Okorafor, avec quelques contradictions parfois, mais qui n'en a pas. Bon, je vais vous lire le début du chapitre 21, c'est un texte qui est en 23 chapitres, histoire que vous ayez un petit extrait quand même. Et donc c'est un personnage, c'est un enfant de 12 ans qui se transforme en une sorte de mec, c'est The Man. Je ne sais pas si on devait le traduire, je pense que je dirais le mec, je crois, parce qu'il y a vraiment ce côté-là, il y a un côté très viriliste, enfin, qui est assez assumé, en même temps assez ludique, je trouve. C'est The Man, et c'est un peu The Man, c'est un peu une réécriture de The Hulk aussi, parce que c'est un personnage, Nyamdi, donc ce petit garçon, enfin ce jeune adolescent de 12 ans, c'est un personnage qui est fasciné par The Hulk, c'est son super-héros préféré, il lui arrive quelque chose qui est un petit peu similaire à The Hulk, donc ce qui fait que il est détenteur d'une statuette qui est l'Ikenga, qui donne son titre au roman, mais c'est aussi un petit peu sa projection personnelle, je pense, moi, c'est comme ça que je le comprends, qui fait que, comme il a lu les histoires de Hulk pendant des années, la manière dont il investit un contenu réaliste, magique, un contenu, en l'occurrence même ici, carrément surnaturel, qui lui est donné par son père mort, c'est aussi une projection de son désir narratif et de cette intertextualité qui est donc à l'intérieur même du fonctionnement réaliste magique ici. Bon, enfin, je vais pas faire un cours dessus, de toute façon, je l'ai pas préparé. Comme toujours, c'est improvisé. Nyamdi was running. He ran past houses where men and women polished their shoes outside, preparing for work. He ran past agege bread hawkers who sold bread and cheap butter. He saw everything but greeted no one. His blood was burning and his head was pounding. He couldn't speak even if he wanted to. How had he not figured it out earlier? He had to hurry. Bonnie usually picked his mother up and drove her to work these days. Bonnie, the man who had killed his father in order to have his mother all to himself. Yes, it was so obvious. Nothing else made sense. Breathing hard, Nyamdi stopped, and right there in broad daylight on the side of the road he shifted into the man. He catapulted off, taking a back road, not because fewer people would see him, but because it was faster. As the man, he could quickly scale fences and jump over parked cars. Bonnie was in for trouble. Oh, if he only knew, Nyamdi thought with focused anger. Nyamdi wanted him dead. How could a man kill another man, then turn around and woo the man's widowed wife? Abomination! Nyamdi's mind was beginning to cloud. He remembered how his father used to shout, abomination, when he told his mother about the latest criminal deed he'd learned about at the police department. Nyamdi's anger exploded and he ran faster, leaping over 2 goats standing in the middle of a small path behind a house. Bonnie had to die, and his mother had to be saved from smiling into the eyes of an evil man, from loving him. J'ai fait exprès de sensationnaliser ma lecture, parce qu'il y a ce côté-là, bon, qui est assez plaisant d'ailleurs. C'est pas extrêmement exigeant comme lecture, mais bon, c'est pas mal. Ikenga de Nnedi Okorafor. Donc ouais, on varie un peu sur les genres, et puis on va carrément varier, refaire un virage à 180 degrés, mais en faisant un virage à 180 degrés à partir de Nnedi Okorafor, on va pas du tout se retrouver, malgré tout, avec Amandine Day. On va se retrouver avec une écrivaine dont j'ai enfin lu un livre, là encore, le Bibliovore, décidément on n'en sort pas, Amalgamemnon, j'ai réussi à le dire du premier coup, Amalgamemnon, en français, on pourrait dire, Christine Brooke Rose, et c'est une écrivaine dont je connaissais le nom depuis longtemps, dont c'est le centenaire de la naissance d'ailleurs cette année, 1923-2023, et donc ce texte paru chez Carcanet Press en 1984, qui est un grand texte féministe, un peu au même niveau pour moi que les textes de Monique Wittig, par exemple, extrêmement cérébral par plein de côtés, très joycien, tiens, si je veux aller vite, c'est-à-dire jouant énormément sur des inventions de mots, sur des qui cherchent à penser les questions féministes de manière radicale, également radicale par un emploi radical du langage. Et comme souvent, ce type d'expérimentation, ça n'a pas extrêmement bien vieilli, je trouve que ça se lit pas extrêmement bien. Je me demande ce que je vais vous lire comme extrait. J'ai trouvé ça pas mal, hein, mais j'ai été un peu déçu parce que j'en attendais un petit peu plus vu ce que j'avais lu. Et puis surtout, j'ai énormément aimé les 10-15 premières pages et après j'ai trouvé que ça s'essoufflait pas mal. Donc bon, voilà, ça m'a un peu laissé sur le côté. Donc c'est
c'est une dystopie en fait, hein. C'est une dystopie. Amalgamemnon, on voit avec... donc c'est un peu évidemment une réécriture de l'Iliade dans un contexte moderne et même post-moderne, avec un angle, pour le coup, radicalement féministe. Bon, je peux difficilement contextualiser ce que je vais vous lire. Vous allez essayer d'en tirer quelque chose quand même. Et je ne suis pas sûr que ça va vous parler beaucoup. Est-ce que j'ai un passage un petit peu plus évident ? Non, allez, on va s'en tenir à ce que j'avais marqué. In some distant field to the north, Mr. Jolly's tractor will gently pollute the quiet of the countryside early in the afternoon. Soon there will be no more trees sticking untidily out of the hedges around the fields, for he will cut the last few down to regain a yard or two of sunny and unrooted patches despite the regulations, and Willie's intendancy-toned explanations about destroying microclimates. The sparrows and the starlings around the cottage will pick out all my heart's ease and impatience seeds from their boxes and surely turn purple and yellow and pink and red, fluttering in the wind like flowers tied to a stalk and unable to fly. Unless, like the phoenix, I bring my parent home in a lump of myrrh all the way from Arabia and bury the body in the temple of the sun. This I would do by shaping some myrrh into a sort of egg as big as I could carry, then hollowing out the lump, putting my father inside and smearing the myrrh over the hole, so that the egg-shaped myrrh will then be the same weight as originally. One evening when the summer comes, my friend the toad will come out again to listen entranced to music out of my lover's substitute. He will venture a little nearer for Beethoven, Bach, or Monteverdi, his prehistoric pachydermic surface slowing emerging from under the hydrangeas. His throat will throb, his bulging eyes will blink to modulations, then close. He will stay for classic jazz, folk and pop, but crawl away from hard rock and hillbilly, with a hesitant waddle, one long hind leg lagging behind at each step, then slowly folding in. Immobile, he will look so like a dried blob of cut grass that one day I might crush him with the mower, then miss him dreadfully and feel a murderer for evermore. Help, help. Listen, we promise. During this legislation and the next, priority will go to the psychically underprivileged. We'll declare a year for them, as for the handicapped, the children, the women, the eunuchs, the pack animals and dogs. We promise to use all the diplomatic means at our disposal to transform individual aggressions into behavior patterns that will be socially acceptable and politically agreeable to one and all. Il y a énormément d'ironie, et puis il y a une allusion justement à la journée de la femme, tiens comme c'est étrange. Voilà, dans ce texte-là. Bon, je ne sais pas très bien ce que vous en aurez fait. Amalgamemnon de Christine Brooke Rose, mais il aurait fallu pour le coup que je le relise, que je reprenne des notes, que je consacre une vidéo uniquement à ce texte-là. C'est pas comme ça que je fonctionne, et je ne veux pas terminer ce Je range mon bureau numéro 94 spécial écrivaine, mais comme je l'ai déjà dit, hein, des textes d'écrivaines et d'autrices, il y en a dans toutes mes vidéos, quasiment toutes mes vidéos, sans vous relire un extrait ou plusieurs extraits d'un livre dont j'ai déjà parlé, L'Ancéisme de Juliette-Cortez. C'est paru aux éditions publi.net, je ne sais jamais si c'est publi.net ou pas, et c'était en 2021 déjà. Alors j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, mais comme c'est un texte que j'aime énormément, que c'est une langue que j'aime beaucoup, je vous encourage vraiment à aller lire, acheter, lire, emprunter, enfin voilà, faire acheter à votre bibliothèque municipale L'Ancéisme de Juliette-Cortez. Et comme j'ai noté plein de pages et que je me souviens plus ce que j'avais lu dans la précédente vidéo, je vais vous en lire deux. Extrait ici, c'est page 107, ce qui souvient, avec un trait d'union, les longs baisers de 18h. 18h. Chacun sortait de cour, on arrivait en jetant son sac, aussi nonchalamment que possible. Le long du mur, on cherchait du regard ce qu'on voulait retrouver. C'était l'heure des baisers d'adieu du soir, des baisers de retrouvailles du soir. Des garçons appuyés entre les jambes des filles, quelle que soit la température, les filles, leurs fesses posées sur les rebords des fenêtres.
Un bâtiment si long qu'il laissait place pour cela aux jeunes générations dans leur entier, l'architecte avait bien pensé ses rebords de fenêtres en ciment. Dénivelé idéal pour laisser pendre des cheveux de filles autour des têtes de garçons, ceux-ci ayant ainsi facilement leur nez dans des poitrines menues ou replètes. C'était agréable pour chacun et mettre les mains autour des fesses. Le bâtiment était bien consentant pour ces baisers alignés sur lui. Moins les adultes qui le peuplaient, mais on le faisait quand même. La masse aidant, les adultes de 18 heures se terraient dans des renoncements de bureau, attendant que l'heure des caresses passe. C'étaient des minutes qui s'égrenaient vite, celles d'une cigarette de célibataire ou d'un long baiser des langues. Jamais dans les vies futures ne seraient aussi longs les baisers répétés de 18 heures. On faisait bien de profiter. On ne s'était presque pas approché de toute la journée, ou alors on savait qu'on n'allait pas se revoir avant l'éternité du lendemain matin. Toute bonne raison de s'étaler dans ces sensualités d'embrasure. De combien de séductions peuvent-elles témoigner, ces fenêtres, depuis la construction ? 54 ans de baisers multipliés par une profusion de lycéens et de lycéennes. Quelle proportion de ceux qui fumaient et de ceux qui, minoritaires, lisaient des livres avant de devenir couple, avant d'être recrachés de nouveau dans la cohorte des célibataires, et pour combien de temps jusqu'à la prochaine histoire brève. Et ça continue un petit peu, et je vous laisserai continuer. Je lis un deuxième texte extrait de L'Ancéisme de Juliette Cortez. Allez, un texte presque à la fin. Le temps tire sur le plan de la ville comme on tire sur une nappe pour s'amuser parce qu'on est ivre. Parce qu'on est ivre et qu'on a envie de s'amuser, tout ce qui est sur la table s'en va valdinguer par terre. Sauf la nappe, restée dans la main de celui qui rit. Un coup sec, tirer la nappe. Le temps est ivre, il a envie de s'amuser, il tire par une extrémité le plan de cuir de la ville. Tout bouge. Très lentement, la ville s'en va valdinguer avec une souplesse de peau. Les plis dans la nappe comme autant d'accidents, le coup sec tiré par le temps fait la lenteur du séisme. Le vieil homme et la petite fille, leurs doubles interloqués, sentent un peu mieux l'odeur de cuir qui monte de la ville, l'odeur du cuir qui bouge, ils perçoivent le tremblement de l'air au moment où le temps attrape le plan de la ville par un coin et commence à tirer d'un long coup sec. Il n'y a plus aucun flamand debout pour tenir la ville en place. Le temps peut tirer, le plan inéluctablement se défait. Dans une suite sans fin d'accidents, les rues d'abord se déforment légèrement, les immeubles changent de qualité. La texture de l'air n'est plus la même, on ne reconnaît plus grand-chose ou à peu près rien. Demeure la couleur des pierres, les gens dans la ville vieillissent. La mort fait accélérer le temps, les accidents se succèdent, ce qui sur une table plisse tandis qu'ailleurs n'est même pas battement d'aile ou secousse infime. La ville est moderne, elle allaite la fiction. De cette maternité, qui sait ce qui va naître ou mourir ? Le temps blanc de l'univers brassé de rien, le temps des filatures gravitationnelles et des relativités fripées, le temps quel qu'il soit passant riant et tire sur le plan de cuir de la ville. Lorsqu'il a fini, le suspend au porte-manteau. De loin, ça fait une grande masse de lanières de cuir, dont ne tombent que quelques plumes roses. Et c'était une des dernières pages de L'Ancéisme, Juliette Cortez, 2021, et c'est ma recommandation de lecture pour aujourd'hui, avec évidemment tous les autres livres dont j'ai parlé, ou plus ou moins, à vous d'entendre, à vous d'écouter, à vous de piocher, et de voir un peu ce qui vous stimule dans ça. C'était donc Je range mon bureau, numéro 94, et je ne terminerai pas sans dire qu'aujourd'hui, évidemment, il y a des manifestations. Alors si vous faites partie des très rares personnes à regarder ces vidéos, au moment où vous regarderez ça, le temps que je le mette en ligne, etc., la manifestation du 8 mars sera passée, certainement. Mais il y a des manifestations cet après-midi à 14h30 à Tours, par exemple. Il y a une grande manif à Paris, bien sûr. Mais voilà, n'hésitez pas à aller dans les manifestations pour les droits des femmes, les manifestations féministes. Et puis, bien sûr, on est en plein mouvement contre la réforme des retraites, qui est une réforme patriarcale, une réforme capitaliste, une réforme inégalitaire, et une réforme profondément anti-féministe et hostile aux droits des femmes. Donc,
Là encore, mobilisons-nous, mobilisez-vous contre la réforme des retraites. Et tout le reste est littérature. Au revoir.